Bonjour Chloé Maslow, vous êtes la réalisatrice de Sous le ciel d'Alice qui était présentée hier notamment en compétition fiction à Cinémed. C'est la première projection, je crois, puisque le film était sélectionné à la Semaine de la critique au Festival de Cannes 2020. Donc là, c'était la première rencontre avec le public. Comment ça s'est passé pour vous déjà ? C'est très, très émouvant en fait de voir que ce rêve de film en fait devient réalité uniquement quand il est projeté. Donc et puis de voir que les gens réagissent, sont émus. Est-ce que déjà vous pouvez peut-être nous parler de votre parcours ? Je sais que vous avez travaillé aussi les arts plastiques, vous êtes aussi plasticienne. Qu'est-ce qui vous a amené à la réalisation ? Alors en fait oui, j'ai mon parcours. En fait j'ai fait les arts décoratifs de Strasbourg en graphisme. Donc voilà, j'avais plus envie d'être dans l'image fixe plutôt que animée. Mais durant mon parcours scolaire, j'ai découvert l'animation, de façon très naïve en fait. À un moment, on avait des cours de vidéo en fait, et je me suis dit là, j'ai envie de raconter quelque chose. J'avais envie de raconter une rupture. Et la meilleure façon était pour moi de le faire en animation avec un appareil photo numérique. Voilà, c'était le début des appareils photo numériques. Et donc, j'ai fait ce premier film d'animation qui est devenu un journal intime qui racontait mes histoires d'amour raté. Et donc c'est devenu un film. Et vraiment, il y avait cette chose un peu presque brute, quoi, de se dire là, ah bah tiens, j'ai fait un film. Mais bon. Oui, c'est venu comme voilà, ça, et puis, parce que c'était votre matériau un peu de prédilection. Oui, d'un coup, je me suis dit, mais ce médium, c'est magnifique. Enfin, c'est comme si j'avais j'avais découvert un terrain de jeu magnifique, infini, parce qu'en fait, l'animation est très variée. En fait, elle permet de raconter des choses de façon très simple, avec peu de moyens, on va dire, techniques. C'était votre premier court-métrage, Les Petits Cailloux. Je ne sais pas si c'était le premier film que vous réalisiez. Non, en fait, il y a eu d'abord ce journal intime qui s'appelle L'amour m'anime. Ensuite, j'ai fait Déroute, qui a été présenté à Cinémed il y a plus de 10 ans, je crois. Enfin, il y a 10 ans, on va dire. Et qui racontait un voyage que j'avais fait de Paris à Beyrouth. Et ensuite, il y a eu Les Petits Cailloux. Et donc, après, qui a été César du meilleur film d'animation. Oui, en 2015. Court-métrage. Ouais. Court-métrage, voilà. Alors, vous êtes franco-libanaise. Pour resituer un petit peu, on a donc le personnage d'Alice qui est suisse et qui s'occupe d'enfants. Mais ça, c'est toute une partie qu'on a un petit peu en pâte à modeler, je ne dis pas de... Voilà. Oui, c'est en maquette. En maquette, la partie suisse. Au début, elle monte dans un bateau, elle commence une lettre qu'elle écrit à son amoureux. Et puis là, on a un petit peu ce flashback de la Suisse. Elle part finalement pour le Liban. Et c'est là qu'elle rencontre celui qui devient l'amour de sa vie. Et donc se déplie un peu toute leur vie depuis l'idylle et apparemment ce pays dans lequel elle se sent mieux qu'ailleurs jusqu'à les événements qui arrivent dans les années 70 de la guerre au Liban et comment ça va transformer leur relation. Mais effectivement, tout ça est mélangé à des scènes de danse, des scènes. Par exemple, elle est quand même accueillie au Liban par par une femme habillée avec des grands plateaux et qui est en fait un cèdre du Liban, qui l'emmène en voiture dans la famille où elle va travailler. Est-ce que c'est des événements qui sont inspirés de votre histoire personnelle, peut-être ou Oui. Oui. Je ne vais pas mentir. Oui. En fait, l'idée. En fait, j'ai souvent travaillé avec du matériel autobiographique. Et là, au début de l'écriture, avec mon co-scénariste Yacine Badé, on s'était dit non, là, on va partir ailleurs. On va faire un film un peu dramatique parce que la guerre, vraiment, c'est pas bien. Et bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas du tout notre façon de raconter. Et j'étais en résidence à ce moment-là au Groupe Ouest, et une résidence d'écriture. Et je discutais avec les autres réalisateurs avec qui on était, puis je commençais à parler de ma famille, de ma grand-mère. Et elle dit, mais ta grand-mère, c'est juste génial, en fait. C'est un personnage de film déjà, donc c'est en effet, Alice, sa vie, son parcours est vraiment le parcours de ma grand-mère. C'est-à-dire que c'est une Suisse
qui dans les années 50 a tout fait pour partir de la Suisse et aller au Liban en tant que nurse. Et là, elle est tombée amoureuse du Liban et de mon grand-père qui représentait vraiment le Libanais et tout ce qu'elle adorait au Liban. Et donc, elle est restée... et pour le coup, elle est restée voilà, jusqu'en 85 quasiment. Moi, ce que je trouve très fort dans votre film, c'est que finalement, c'est pas un film qui mélange, disons, plusieurs matériaux. C'est vraiment les matériaux qui viennent se nourrir entre eux. Par exemple, moi, je trouve que ça permet en fait parfois d'aller plus vite, enfin, d'aller à une émotion qui nous dépasse et qui n'est pas en fait raisonnée par la force des images. Je pense au moment où votre personnage Alice tombe amoureuse, donc elle rencontre son amoureux dans un café, et puis il lui écrit un poème, et puis là on a une image d'elle en plan serré, avec un cœur qui est projeté sur elle, qui se remplit de rouge. Et moi, par exemple, cette image m'a vraiment énormément émue, m'a bouleversée. Il y a aussi un autre moment que je cite aussi qui est très très fort, où elle appelle ses parents pour dire qu'elle veut rester au Liban. Ses parents ne sont pas contents et ils veulent qu'elle rentre en Suisse. Elle s'engueule avec eux. Ils sont en pâte à modeler, donc elle est d'un côté de l'image filmée, une actrice en réel, et eux ils sont en pâte à modeler. Elle finit par raccrocher. Et là, elle tire son pied et il y a des énormes racines qui l'accrochent en fait au sol, et elle prend ses ciseaux et elle les coupe. Comment ça vient pour vous dans le récit, dans la dramaturgie, de se dire là, les parents, ça va être de la pâte à modeler, et quand elle va tirer, il va y avoir des racines? En fait, je suis franco-libanaise, enfin, en tout cas, mes parents sont libanais, et j'ai été élevée dans cette façon de parler qui est très métaphorique. C'est-à-dire que voilà, on va beaucoup plus employer les images que les mots. Et ça, je l'ai conscientisé assez tard en fait, en allant au Liban et en me rendant compte que en fait, les gens parlaient comme mon père. Ce n'était pas mon père, n'était pas un être unique, et qu'il y avait des gens une culture comme ça, où en fait on emploie beaucoup l'image. Et donc j'avais remarqué dans mes courts-métrages, j'ai tendance à parler par métaphore plutôt que d'employer les mots. Et là, je me suis dit, mais il faut continuer comme ça pour ce film, parce que c'est un film justement sur l'Orient, où il y a cette façon de raconter. Voilà, il y a un rapport au langage dans le film où en fait les personnages n'arrivent jamais à parler. Ils n'arrivent jamais à se dire que ça ne va pas. Et c'est ça qui fait qu'à un moment, ça ne va plus, parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer. Mais leur corps parle plus que leurs mots. Et donc, voilà, c'était un peu jouer sur cette ambiguïté où l'image va dire plus que les mots. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est des danseurs avec qui vous avez travaillé, mais effectivement, quand vous dites que les corps parlent plus que les mots, il y a une scène où ce fameux personnage de Cèdre du Liban danse avec la mort dans la rue, en fait. Il y a d'autres passages comme ça, un peu de danse, un peu entre les combattants qui sont dans la rue, ou même les militaires, quand ils sont... On sent comme une sorte de ballet. Ça aussi, vous vous êtes dit, ça ne va pas être des corps normaux qui vont rentrer, il faut styliser. Il faut styliser. J'avais vraiment envie que la guerre soit stylisée, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à un chorégraphe qui est le personnage de la mort qui danse. Et parce qu'il fallait... C'était pas esthétiser la guerre, mais la rendre stylisée dans le sens où c'est une guerre générique. C'est la guerre du Liban, mais ça répond à d'autres conflits qu'il y a eu. Et donc, je voulais pas trop la rendre réelle. Réaliste, en fait, il fallait ancrée dans cette période-là. Et parce que c'est absurde. Et encore, quand vous voyez, j'ai déguisé les miliciens, il y en a qui ont des boas, des masques et tout. Et en fait, c'est la réalité. C'est ça qui est horrible, c'est quand on regarde les images d'archives de photos de guerre du Liban, ils étaient encore plus costumés que je ne l'ai fait. Ah oui. Mais ça, c'est parce qu'il y avait au début de la guerre, les gens ne voulaient pas se reconnaître, comme c'était entre voisins, parfois les altercations, les gens allaient se battre, puis après ils allaient au travail, et donc ils se masquaient le visage. Oui, parce qu'il faut dire que donc, là, on les voit avec, je ne sais pas, il y a une tête de cochon, ils ont des masques un peu... d'animaux. Mais les photos, elles sont assez troublantes, parce qu'on se dit, mais c'est macabre en fait, c'est des danses macabres. Oui,
Oui, oui, c'est gênant, quoi. Il y a quelque chose de et je ne voulais perturbant. absolument pas qu'on voit les visages. Et en fait, à aucun moment on voit les visages des miliciens ou des militaires, et à aucun moment je nomme un camp ou un pays voisin qui rentrerait, parce que pour moi c'est pas le lieu de ce film de raconter la guerre. Je me dis c'est une guerre. C'est une guerre, même si quand on écrivait, donc avec mon co-scénariste, on avait fait une colonne de la chronologie de la guerre. En fait, on a eu la chance d'avoir un contact au Liban d'un historien qui avait vraiment fait une chronologie au jour le jour de la guerre, et on mettait en parallèle avec l'histoire de la famille. Donc chaque événement de la guerre a un impact sur la famille, pas chaque événement, mais je veux dire les événements par exemple quand le laboratoire de Joseph se fait bombarder, ça correspond au premier bombardement dans Beyrouth, dans le centre-ville. Je voulais vous interroger aussi sur le choix des 2 acteurs qui sont vraiment formidables. Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce choix-là de ces 2 acteurs? Pour Albar Horvacher, le premier, ça a été vraiment, c'était une sorte de coup de foudre, on va dire. Je l'ai vu dans un film, et je me suis dit, mais elle avait vraiment ce que je cherchais pour Alice, c'est-à-dire une intériorité qui était visible à l'écran. C'est-à-dire on se dit là, il se passe quelque chose, elle n'est pas dans un jeu en permanence, elle n'a pas besoin de beaucoup parler pour émouvoir et pour faire passer quand ça ne va pas, quand ça va, et il y a un truc très fin, très retenu, que j'aimais beaucoup et que j'ai pas forcément trouvé ailleurs. Et c'était très lunaire et en même temps on la sent très, très passionnée, très amoureuse et de Joseph et du Liban, qu'elle y est très attachée. Et j'avais vraiment envie, justement, ce côté lunaire. Je voulais que ce couple soit lunaire, pour faire contraste avec aussi les autres personnages qui, eux, sont très solaires. Donc il fallait créer un contraste avec ce couple et le reste de la famille. Et pour Wadji Mouawad, en fait, ça a été une idée, on va dire, plus raisonnée, dans le sens où c'est quelqu'un dont j'admire le travail, que je suis depuis des années, qui m'a fait grandir. En fait, il faut rappeler un auteur et metteur en scène de théâtre. Et donc ces pièces de théâtre, c'est comme je me suis dit, mais c'est quelqu'un qui m'a fait grandir. C'est comme s'il est dans ma famille de référence. D'accord. Donc pourquoi ne pas l'inclure dans cette famille? Voilà. D'accord. Oui, votre représentation du père ou du grand-père typique libanais. Et j'avais vu des interviews de lui, et puis je me disais, il a cette chose comme ça aussi de passion. Et puis je me disais, mais pour un scientifique qui rêve d'envoyer un Libanais dans l'espace, quoi de mieux qu'un metteur en scène qui veut faire changer les choses avec une pièce de théâtre? Tout de suite, j'ai senti qu'ils avaient en eux cette chose commune qui est très proche de l'enfance, en fait, de ce désir de jouer, mais de jouer vraiment, un peu comme des enfants. Oui, assez insouciant, donc assez pulsionnel. très vite, je me suis dit, j'avais pas de crainte, par exemple, qu'ils s'entendent pas ou que ça fonctionne pas. Et c'est vrai qu'on a fait une rencontre avant le tournage, et c'est tout. Mais moi, je me disais, non, mais je sais qu'ils vont bien s'entendre. Et c'est vrai qu'ils se sont bien entendus. Ils sont vraiment merveilleux. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. C'est un très très beau film, Sous le ciel d'Alice, très très touchant, très délicat et extrêmement beau. Enfin voilà, les couleurs, toutes les inventions sont vraiment magnifiques et à découvrir. Le film sortira en salle en février 2021, c'est ça? Le 24. Le 24 février 2021. On vous souhaite vraiment qu'il soit vu le plus possible, et je vous dis bonne fin de festival. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Christophe Leparc. Vous êtes le directeur du Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier. Vous avez été notre premier invité sur ce plateau, et c'est vous qui venez clôturer cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette 42e édition assez particulière? Comment ça s'est passé? Bonjour Valentine. Ça s'est passé plutôt bien. À quoi on reconnaît qu'une édition s'est bien passée? Au blues qu'on a à la fin du festival. C'était une édition bien sûr éprouvante, inédite, disruptive. Mais l'enthousiasme des équipes, l'enthousiasme du public, l'enthousiasme aussi face à la programmation qu'on leur a proposée a fait qu'on était toujours dans une dynamique malgré les conditions imposées par le couvre-feu et tout ça. Et je pense qu'on a réussi un festival
malgré ces conditions, et pas un festival, je dirais pas un festival au rabais. C'est vraiment une édition qui marquera aussi par la qualité de ce qu'on a pu proposer. Et c'est une grande satisfaction, bien sûr, et aussi une grande leçon, je pense, c'est possible. C'est possible de tenir une manifestation culturelle collective. Le public a merveilleusement joué le jeu au niveau des consignes, du port du masque dans les salles, les artistes aussi. Bon, bien sûr, il faut rappeler de temps en temps les règles, ça c'est un peu normal. Mais en fait, on arrive à la fin de ce festival et il y a eu du monde, il y a eu des films, il y a eu des artistes, des équipes de films qui sont venus. Et c'est possible. On a démontré quelque part qu'on pouvait tenir une manifestation culturelle collective. Oui, c'est ça. Les salles étaient pleines, enfin, dès 9h finalement, parce que vous avez dû avancer certaines projections. Mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a pu constater qu'elles étaient pleines dès 9h, 9h30. Pour certaines avant-premières, je pense à Zai 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 Zai, il y a 200 personnes qui n'ont pas pu rentrer, même si... Il y avait quand même quelques 900 spectateurs du coup. Effectivement, tout le monde, je pense que c'était très précieux et très important pour tout le monde de pouvoir voir ces films, de pouvoir avoir cette émotion d'être les premiers spectateurs. Mais on a pu voir dans des magnifiques conditions parfois des premiers films ou en tout cas des films qui naissaient ici. À ce titre-là, c'est vraiment une réussite et vous prouvez effectivement et Valentine, vous vous rappelez quand on s'était vu au début, on avait reçu le soutien des pouvoirs publics, du public, des artistes qui nous disaient on viendra. Bon, mais cette intention, il fallait qu'elle se réalise. Et c'est ça aussi qui a été extraordinaire, c'est que effectivement, il n'y a pas eu de défection, le public a été présent, on a été obligé de refuser du monde pour certaines séances, alors que les salles du Quorum sont quand même grandes. Et donc, la concrétisation de cette intention, c'est aussi une des clés de la réussite du festival cette année. Donc oui, c'est assez important effectivement de répandre ce bruit-là, que c'est possible, de continuer d'aller au cinéma, de continuer de faire des manifestations comme ça qui sont très importantes pour le public, mais aussi pour les équipes et pour les films et plus largement pour le cinéma. On sait qu'en ce moment, c'est assez compliqué et que du coup, tous ces secteurs-là sont extrêmement fragilisés. Et d'ailleurs, le film de ce soir, le film de clôture, Le sens de la famille, c'est Gaumont qui nous l'a proposé. Et en fait, on se trouve dans la même philosophie avec Gaumont d'une manière plus générale. C'est-à-dire que quand le couvre-feu a été annoncé, il y a beaucoup de films dont la sortie a été reportée. Gaumont n'a pas voulu faire ça, a joué le jeu complètement avec le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Et les résultats en salle leur donnent raison. Il y a du public qui vient voir le film malgré le couvre-feu. Et je trouve que c'est presque un geste politique de leur part que d'avoir maintenu leur sortie malgré les conditions. Et cette transition, je dirais, avec ce film qu'on va passer ce soir, qui est un film Gaumont, et la suite. Donc, est-ce qu'on aura redonné aux gens l'envie d'aller au cinéma plus régulièrement ? Ça, c'est très important. Et je crois que c'est un beau symbole que de passer le relais de cette manière-là. Oui, effectivement, on sent à quel point, en fait, on a besoin, en fait, en ce moment, de voir des films, d'être transporté par ces émotions-là, en tant que spectateur, de rire, de recevoir la beauté des films. En plus, donc, la rétrospective Fellini, quand même, restaurée en 4K. Et je pense que peut-être, effectivement, ça va faire aussi bouger des choses. Oui, dans notre consommation culturelle à venir. C'est-à-dire que je pense que le festival pouvait être un déclencheur de revenir dans les salles pour certaines personnes et de leur prouver que les conditions sanitaires étaient respectées dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma, dans le théâtre, d'une manière générale, dans la culture, et redonner
alors je dirais pas encore cette habitude, mais en tout cas ce goût d'y aller, que c'était pas là où c'était le plus dangereux d'aller en cette période. Bien sûr, effectivement, comme vous l'avez rappelé, étant donné que toutes les règles sont extrêmement respectées, mais le plaisir pour nous, c'est que même si on est à distance séparés, il y a cette émotion à l'unisson où on est ensemble, ce qui est assez compliqué en ce moment. Donc, ce qui nous a manqué, c'est les fêtes. On espère que l'année prochaine, on aura... Double fête. Alors, l'année prochaine, il n'y a pas de couvre-feu, il y a des fêtes sur le temps du couvre-feu. Imposées, voilà, jusqu'à 6 h du matin. Voilà, de ça. 21 h à 6 h du matin. Donc, demain, le festival, ce sera terminé. Ce soir, nous avons la remise des prix. Ce soir, le film de clôture. Et demain soir, le gagnant du documentaire. Non, ça sera pas demain soir, mais c'est vrai que le prix Ulysse du documentaire sera reprojeté à la médiathèque Fellini à Montpellier et dans 2 autres médiathèques de la métropole de Montpellier. Les dates sont sur le site. C'est un très beau partenariat qu'on a avec le réseau des médiathèques de la ville et de la métropole pour justement autour du documentaire. D'accord, et nous on attendra les sorties aussi des films, de tous ces merveilleux films qu'on a pu découvrir. Et je vous remercie infiniment. Merci à vous, Valentine, d'être venue sur ce plateau. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Ah, j'espère. La quotidienne, c'est fini pour cette année. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Cinémet TV pour retrouver nos entretiens en intégralité, nos sujets hors champ et nos coups de projecteur. Et je vous donne rendez-vous dans les salles de cinéma.